Bien, donc après le Dorland et après Buret-la-Forge, nous sommes pour terminer notre visite à Cons-la-Granville, où on a encore un vestige relativement ancien de haut fourneau, puisqu'il est daté de 1865. Donc nous sommes ici au pied du haut fourneau de Cons, et nous sommes à la hauteur des tuyères. On voit que l'état physique du fourneau est plutôt mauvais. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau de Cons-la-Granville va connaître le travail du fer à partir du début du 19e siècle, puisque c'est en Floréal en 8 que le propriétaire du moulin de Cons demande à convertir ce moulin situé sur la Chière en platinerie. Alors ce personnage, Jacques Claude, est autorisé à construire sa platinerie à la place du moulin, sous réserve néanmoins de n'utiliser que de la houille comme combustible. Chose qu'il ne fera pas jusqu'en l'année 1810, on continuera à travailler ici exclusivement au charbon de bois. Alors en 1802, Joseph Denizet, qui était maître de forge à la Sauvage, près de Saône, devient propriétaire de la forge de Cons. Il va installer illégalement une affinerie et un marteau. L'objectif étant de traiter les fentes du Dorland, qui n'a plus un débouché naturel vers l'abbaye d'Orval. Alors il faudra attendre finalement 1812 pour qu'il régularise la situation. En fait, il demande à avoir une platinerie et un gros marteau et un feu d'affinerie ici sur le site de Cons. Finalement, il ne sait pas précisément ce qu'il voudrait faire de son usine, puisque 12 jours plus tard, il demande à transformer la platinerie en une deuxième affinerie. Le problème, c'est que les maîtres de forge de la région sont opposés à cette demande, dans la mesure où le charbon de bois se faisant de plus en plus rare, ils sollicitent à nouveau une consommation de ce type de combustible. Alors à partir de 1814, le sieur Denizet, qui était bailliste des forges de la Sauvage, ne peut plus recevoir ces fentes de la Sauvage, puisque la Sauvage devient territoire étranger, et il va demander à pouvoir construire sur place un haut fourneau. Donc cette demande, il la formule en 1815, et il devra attendre 1818 pour qu'elle lui soit accordée. Mais sous certaines conditions, parce qu'il y a toujours le problème des maîtres de forge étrangers qui s'opposent à cette autorisation. Et pour pouvoir quand même obtenir son haut fourneau, il accepte de ne fonctionner que 6 mois de l'année, et de réduire ses feux d'affinerie à un seul au lieu de 2. À partir de 1818, il peut enfin construire son haut fourneau. Donc il va s'alimenter avec du minerai type minerai oolithique, type minette, à partir du Coulmy, mais il reçoit également du minerai de Réon, de Lexy, du Signy et de Haut-d'Altiche. Sa production est de l'ordre de 600 tonnes par an, ce qui est relativement peu. Donc à cette époque, la forge emploie 13 ouvriers en interne, plus une certaine quantité d'ouvriers externes du type charbonnier, mineur, etc., etc. Alors Denizet décède avant 1830 et c'est la famille Estignard qui va prendre le relais, puisqu'ils sont dans un premier temps baillistes et ils vont devenir maîtres de forge. Un second fourneau est construit en 1847 et 10 ans plus tard, l'ensemble du site de Cons produit 1011 tonnes de fentes par an. Donc il s'agit à la fois de fentes fortes et de fentes métisses. Alors la fente forte issue du minerai de fer fort qui vient essentiellement d'Haut-d'Altiche et du Signy-Gaudebranche, et de fente métisse qui est obtenue à partir d'un mélange de minerai de fer fort et de minerai oolithique.
Alors le site de Cans, à partir de cette époque, donc à partir de 1860, est sur le déclin. Et c'est le marquis Lucien de Lamberty qui va reconstruire les hauts fourneaux. Donc dans un premier temps, un haut fourneau charbon de bois de production journalière de l'ordre de 5 tonnes. Et puis un haut fourneau ici, marchant au coq, qui produit entre 9 et 12 tonnes de fonte par jour. Alors dorénavant, on va utiliser ce type de fourneau qui va fonctionner uniquement au coq et avec du minerai oolithique, dans notamment une mine que le marquis a achetée au Puy-le-Venteux, et puis des minerais d'autres mines de la région, telles que Lexy, Réon, etc. Alors finalement, le site va s'arrêter définitivement en 1875. Alors on remarquera néanmoins, d'un point de vue technique, on remarquera une chose. On a sur notre plaque ici inscrit marquis Lucien de Lamberty, 1865, c'est-à-dire que ce fourneau-là est relativement tardif. Et puis il est un peu, je dirais, pour cette période-là, obsolète, puisqu'à la même époque, dans le bassin d'Anguy, on construit des hauts fourneaux dont la production est de l'ordre de 30 à 40 tonnes par jour, alors que celui-là fera péniblement 10 tonnes par jour. Alors ce fourneau est chargé ici à la partie supérieure par un plan incliné qui amène à la fois les coques et les minerais. On voit là dans cette partie supérieure, dans la cuve, où les matières qui descendent vont s'échauffer progressivement et se transformer en fonte et en laitier. Et elles sont récupérées à la base, ici au niveau du trou de coulée. On a des colonnes en fonte qui supportent l'ensemble ici du ventre et à la fois du gueulard. On voit dans cette partie-là ces colonnes en fonte, ces colonnettes de chaque côté. Et puis le trou de coulée à la partie la plus basse, ici, du haut fourneau. De part et d'autre, on a l'emplacement pour y mettre les tuyères et injecter l'air à l'intérieur du four. Alors notre visite au pays du fer et des vieilles forges se termine. Alors au revoir et à bientôt.